féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission bi-hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous servir et avec moi dans le studio, Jean-Claude Nzamba. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes président depuis avril 2017 de la diaspora gabonaise pour la démocratie, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, secrétaire de l'Alliance pour la démocratie en Afrique centrale. Vous êtes directeur des politiques publiques de la fondation Joe Beasley à Atlanta, expert en agrobusiness et informatique. Vous avez une maîtrise en sciences informatiques appliquées, nouvelles technologies de l'information et gestion de projets. Vous êtes consultant pour des entreprises comme Oracle, New Horizon, Dell Corporation et le gouvernement américain. Vous êtes cofondateur d'Africa Technologies et Ogwe Global, la première étant spécialisée dans les technologies de l'information, la formation et le conseil, et la seconde dans la gestion de projets. Vous êtes membre du comité consultatif de l'Association nationale des étudiants africains aux USA et fondateur du chapitre du Conseil national de soutien aux étudiants pour l'Afrique à l'Université du Maryland Eastern Shore, conférencier également sur les technologies de l'information. Je n'ai pas tout dit, bien entendu, c'est un petit résumé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je remercie la Voix de l'Amérique pour tout ce qu'elle fait pour l'Afrique et pour les immigrants africains. Alors, démocratie, bonne gouvernance, droits humains et développement sont les maîtres mots d'une nouvelle ère en Afrique, n'est-ce pas, où les jeunes et les femmes commencent réellement à entrer en scène afin de changer la donne. C'est pas seulement en Afrique, c'est un petit peu général, c'est à peu près sur tous les continents. Alors, comment les impliquer de manière effective et efficace sur ces questions, notamment à travers la formation? C'est ce que vous faites, vous en l'occurrence, et les fameuses TIC, technologies de l'information et de la communication, dont on parle beaucoup, que l'on utilise beaucoup, mais savons-nous les utiliser correctement et à bon escient? On utilise tous Facebook, etc., Twitter, mais est-ce qu'on le fait bien pour se vendre d'une manière générale selon vous? Je dirais pas nécessairement, et c'est pourquoi on a besoin des formations. On prendra un exemple très simple de Internet qui a vu le jour dans les années 90. Et vous vous rendez compte qu'il y a plein de personnes, toujours dans le monde, qui n'ont pas accès à Internet. Et c'est pourquoi, en fait, même à la base de tout ça, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce sont les droits qu'en 1948, sous l'égide des Nations Unies, 30 articles ont été mis en place pour, en fait, mettre en place une élaboration des droits de l'homme universels. Et donc, l'une des premières choses que vous allez voir dans les droits de l'homme, des articles, c'est le droit à l'éducation. Ouais. Et donc, nous nous basons sur cela pour dire, vous savez, aujourd'hui, les technologies de l'information sont au centre de toute communication à travers le monde. Vous n'avez pas besoin d'avoir un téléphone fixe, vous pouvez avoir un téléphone portable. Et tout est là-dedans, c'est extraordinaire. En tant que citoyen d'un pays, d'une communauté, vous voulez être au courant de ce qui se passe. Et de ce qui se passe et qui va également affecter votre communauté et vous affecter vous-même. Donc, on se retrouve encore au niveau de l'information. Vous avez des droits en tant que toute personne. Si j'ai une éducation, disons, sur le marketing, et qu'il y a plein de compagnies qui sont en train d'embaucher sur le marketing, ce serait important pour moi de savoir où je pourrais aller mettre en valeur ce que j'ai appris. Mais si vous n'avez pas l'information, accès à l'information à travers les médias d'information, vous ne pourrez jamais maximiser votre potentiel. Est-ce que selon vous, la jeunesse utilise bien cet outil pour s'informer vraiment sur ce qui se passe dans son pays? Par exemple, on peut prendre l'exemple pour le Gabon, vous êtes gabonais, ou pour l'Afrique centrale.
Je dirais non. Et l'une des raisons est souvent que quelqu'un peut avoir accès à un portable qui lui donne accès à certaines informations, mais le gouvernement en place peut s'assurer qu'il y ait une censure au niveau de l'information. Nous avons eu en 2016, juste après l'élection, pendant 3 jours, il y avait un complet blackout. On le retrouve pas dans d'autres pays d'internet. également. Voilà, Ouais. vous avez, je pense, le Tchad qui l'a fait un moment, Cameroun, le Congo-Brazza, et quand vous vous rendez compte que ça rentre quelque part dans une violation des droits de l'homme, ne pas savoir ce qui se passe, ne pas être en mesure de rentrer en contact avec des familles, des siens qui sont peut-être à l'intérieur ou à l'extérieur, cela crée quelque part une crise des droits de l'homme, rien qu'au niveau de l'accès à l'information. Qui est un droit, vous l'avez bien rappelé. C'est dans la presse. Une Iranienne arrêtée pour ne pas avoir porté le voile dans l'espace public. Libérée après 1 mois de prison, selon maître Nasrin Sotoudeh, lauréate du prix Sakharov. Dans une vidéo virale, la fille de la rue Engelab, surnom de Vida Movaidi sur les réseaux sociaux, est apparue tête nue sur cette artère de Téhéran. Contrevenant au code vestimentaire en vigueur depuis la révolution islamique de 1979, elle était vêtue d'un pantalon large et d'un chandail, brandissant un châle blanc au bout d'un bâton. Et depuis, de nouvelles photos circulent sur Twitter montrant des femmes tête nues brandissant leur voile de la même manière. De nombreuses filles et femmes sont au bout du rouleau, s'est exclamé maître Sotoudeh sur sa page Facebook, ajoutant « Laissez aux femmes le contrôle de leur corps ». Voilà, ça c'est une militante des droits humains en Iran, cette avocate. Et on passe maintenant au Vietnam. Au Vietnam, écoutez ça. Après avoir envoyé des mannequins en petite tenue dans l'avion de l'équipe nationale de football des moins de 23 ans, la compagnie Vietjet a présenté ses plates excuses. Les photos de ces jeunes femmes dans les allées de l'avion ont inondé la toile, forçant Vietjet à s'excuser. Le groupe a expliqué que c'était un mouvement improvisé et non une stratégie de marketing réfléchie. C'est approuvé parce que cette compagnie aérienne avait été sanctionnée déjà en 2012 pour avoir organisé un défilé de bikini à bord d'un avion pour l'inauguration d'une nouvelle ligne intérieure. Wow. Jean-Claude, et ces 2 nouvelles, en Iran, au Vietnam, on peut dire 2 pôles extrêmement opposés, mais les 2 concernent finalement le contrôle du corps de la femme, dans les 2 cas. Effectivement, vous savez, les droits de la femme sont des droits qui, partout dans le monde, sont toujours un problème, un gros problème. Par exemple, aux États-Unis, au niveau de l'égalité des salaires avec le même parcours scolaire, avec la même expérience, est toujours un combat. La possibilité d'avoir des congés maternité est toujours un combat aux États-Unis. En Suisse déjà, en 1959, il y a eu un référendum pour donner la possibilité aux femmes de voter, et il n'y avait que les hommes qui pouvaient voter. En 59, ils ont dit non. En 71 encore, il y a eu un vote, et à ce moment-là, les hommes ont dit oui. Et en 90, il y avait un comté qui avait refusé, mais l'État fédéral de Suisse a décidé de mettre le oui comme quelque chose de universel. Donc ça ne me surprend pas. Que ce genre c'est bien que vous citiez des exemples occidentaux. Merci. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler parce que c'est un combat. Oui. Et ce que je trouve parfois assez désobligeant, c'est que vous avez des personnes qui ont les mêmes capacités que les hommes, et on parle de problèmes économiques alors qu'on s'appuie sur une partie de la population. Vous avez des femmes qui ont fait des exploits au niveau scientifique, qui ont écrit, qui ont développé, qui ont inventé. Et quand bien même, est-ce que c'est vraiment approuvé? Est-ce qu'on doit vraiment tomber dans cette comparaison, ce comparatif? Mais oui, les femmes sont toutes aussi douées. Est-ce qu'au bout d'un moment, c'est pas un petit peu indécent de toujours être obligé de dire que les femmes ont un cerveau?
Excusez-moi, mais c'est un peu ça. Je pense qu'à un moment, il faut continuer à taper aux portes. Vous savez, il n'y a qu'en s'organisant et en ayant une vision et une mission bien spécifique qu'on peut atteindre des objectifs. Et parfois, ce qu'il faut faire, quand on veut atteindre quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut faire des choses qu'on n'a jamais faites aussi. Voilà. Alors on revient sur notre sujet, la démocratie, la bonne gouvernance, la sensibilisation auprès des jeunes. Comment vous les formez à travers votre travail, finalement, en étant ici aux États-Unis? Vous vous adressez à la diaspora, on imagine, mais aussi, surtout, aux gens qui sont là-bas sur place, n'est-ce pas? En effet, aujourd'hui, l'un des gros problèmes que l'on retrouve dans les pays en voie de développement, c'est l'accès à l'éducation. Donc vous allez dire l'accès à l'éducation, nous on va ajouter l'accès à une éducation adéquate. Adéquat dans quel sens? Dans le sens où, après une formation, quelqu'un a plus de chances à trouver un emploi ou alors à se lancer dans son entreprise. Alors si vous formez des gens juste à apprendre la philosophie, je suis désolé, le marché de l'emploi est presque inexistant. Ouais. Voyez, et nécessairement vous avez l'autre côté, le côté financier. Combien va coûter ce genre de formation? Des formations de 4 ans, de 6 ans ne sont pas nécessairement toujours adéquates quand vous avez une jeune population qui ne cherche peut-être pas à avoir un doctorat, mais qui veut quelque chose, un apprentissage, comme c'est le cas dans certains pays comme l'Allemagne. BTS, voilà, BTS, qui sont de très bonnes formations. Et parfois même, quelqu'un n'a pas besoin d'avoir un baccalauréat pour apprendre, par exemple, la programmation. Des pays comme l'Inde, aujourd'hui, qui exportent énormément de ses capacités, de ses qualités humaines, mais vous avez des gens qui n'ont pas de doctorat ou de master. Donc, nous, ce que nous prenons, c'est mettre en place des bootcamps. À travers ces bootcamps, nous pouvons former femmes comme garçons, avec quelque part dans certains endroits une spécialisation au niveau des femmes, on peut les apprendre à coder en 6 mois, en 1 an. Et dans nos formations, nous ne faisons pas juste de l'informatique, nous apprenons également les personnes à développer la communication, à développer la gestion de projets et comment régler des problèmes qui généralement se trouvent quand vous avez des groupes qui se mettent ensemble. Donc le team building aspect de toute entreprise, de toute communauté. Parole de femme. La fondation Bill et Melinda Gates va apporter un financement de 45 millions de dollars sur 3 ans au Burkina Faso dans des programmes nutritionnels, de santé maternelle et de planning familial. Issa Napon fait le point sur la visite de la coprésidente dans le pays. Melinda Gates a fait le point de l'état d'avancement des projets financés par leur fondation dans plusieurs domaines, dont la planification familiale, la santé et l'éducation. L'épouse de l'ancien patron de Microsoft a fait dans la sobriété en tournant sans les médias dans les zones où travaillent leurs partenaires. À l'issue d'une audience avec le président Roch Kaboré, Mme Gates a exprimé sa satisfaction. J'ai eu une visite fantastique au centre-ouest du Burkina Faso où nous avons visité des projets sur la nutrition, le planning familial et bien d'autres questions. Et nous annonçons 45 millions de dollars pour la nutrition, le planning familial, parce que nous nous sommes rendus compte que si on investit dans la femme, elle contribue à faire sortir toute la famille de la pauvreté. Un investissement sur 3 ans consécutif au progrès significatif fait par le Burkina Faso dans la lutte contre la pauvreté, la faim et pour l'amélioration de la santé. Pour la coprésidente de la Fondation, il est important d'aider les citoyens à mener une vie saine et productive et à travers nombre de sous-projets, souligne Melinda Gates. Nous travaillons dans le domaine de la nutrition à travers un projet Life and Thrive et cela vise à éduquer les femmes sur l'importance de l'allaitement maternel. Cela permet à s'assurer de la santé des enfants et nous pouvons leur dire d'allaiter jusqu'à 6 mois. Après, elles peuvent ajouter un complément alimentaire. Nous avons également un important domaine qui est l'agriculture. Et là, nous mettons l'accent sur l'élevage de la volaille. L'appui aux femmes dans le domaine agricole est une priorité pour la Fondation parce que, en plus de la poterie, l'agriculture constitue un moyen économique important pour les femmes. Si on responsabilise les femmes, tout ce qu'elles gagnent, elles vont investir dans les enfants, leur santé, leur éducation.
La femme d'affaires, mécène Melinda Gates, dans l'extrait d'un reportage d'Issa Napon que vous pouvez suivre sur voaafrique.com. Jean-Claude Nzamba, là on a abordé le côté économie, le côté emploi. Comment trouver un emploi si on est formé, c'est beaucoup plus facile. Maintenant, le côté civique, s'engager dans ses droits, ses propres droits, apprendre ce que c'est que la démocratie, la bonne gouvernance. Et puis pour les jeunes, ça paraît essentiel aujourd'hui parce que c'est la nouvelle génération, c'est eux qui vont diriger l'Afrique bientôt. En effet, vous avez en Afrique entre 60 et 70% de la population qui a moins de 30 ans. Et cette population ne se reconnaît pas dans les personnes qui sont nécessairement au pouvoir. Vous avez des dictatures comme au Gabon, comme au Congo-Brazzaville, qui ne veulent que s'enrichir les poches et ne pas penser aux populations. Donc vous vous retrouvez dans une situation avec des jeunes qui ne se retrouvent pas et qui sont obligés d'essayer de s'exiler en prenant des routes migratoires pour traverser la Méditerranée et se retrouver en Europe. Et quelle est la raison principale? C'est parce que, quelque part dans leur pays, leurs droits ne sont pas respectés. Le droit à l'éducation, le droit à trouver un emploi conséquent. Quand vous regardez la théorie de Maslow, Abraham Maslow, qui vous parle des besoins physiologiques, ces besoins basiques, ces besoins de sécurité ne sont pas garantis par ces pouvoirs. Donc aujourd'hui, cette population est obligée de chercher d'autres moyens, comment s'en sortir. Certains ne voient même pas un avenir pour eux. Est-ce qu'on a des jeunes au Gabon, selon vous, qui sont vraiment très avancés sur la scène politique? Parce que ceux qu'on connaît d'une manière générale ne sont pas des jeunes. Est-ce que la jeunesse gabonaise est vraiment engagée au plan politique? Et selon vous, est-ce qu'elle peut changer quelque chose? La jeunesse gabonaise est engagée. Je pense que ce soit au niveau du Gabon ou à l'extérieur, mais à cause du fait de ne pas avoir accès aux médias, vous entendrez plus une jeunesse qui est à l'extérieur du pays qui s'exprime. Ouais, la diaspora gabonaise, par exemple, facile, depuis 1 an et demi, chaque samedi, marche au Trocadéro, par exemple. Vous avez au niveau des États-Unis, la majorité des personnes qui essaient d'emmener une certaine démocratie au Gabon, ce sont des jeunes qui ont moins de 30 ans. Si jeunesse pouvait. Les jeunes qui quittent l'Afrique, vous en avez parlé tout à l'heure, notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Julntap, a suivi de près la réussite de réinsertion d'un ancien migrant qui, 7 mois après son retour au Cameroun, est parvenu à lancer sa propre affaire et créer des emplois pour d'autres jeunes dans le village Biyaga, près de Batchenga. Je vous propose d'écouter le témoignage d'Alain Christian Buena dans un extrait du reportage d'Emmanuel. Je me suis retrouvé dans les cuisines des hôtels, en déphasage avec les diplômes que je suis parti avec. Et à un moment donné, j'ai décidé de revenir au Cameroun. Je suis arrivé sur Douala, totalement pauvre, et j'ai pris la résolution de me battre aujourd'hui. C'est ainsi que l'expérience d'Alain Christian Buena aux Émirats Arabes Unis, en Inde et en Iran comme candidat à l'immigration a tourné court. Doctorant en sciences de gestion et création des entreprises à son départ du Cameroun, Alain Christian a obtenu une forêt communautaire pour sa reconversion au Cameroun. Les jeunes du village y cultivent et vendent leurs récoltes. L'ancien migrant Alain Christian, lui, recueille plutôt les valeurs phytosanitaires des feuilles, des racines et plantes des 10 champs, qui constituent la matière première pour la fabrication de produits de santé et boissons diététiques. L'activité champêtre emploie même déjà les jeunes du village depuis juin 2017, à l'instar du couple Messi. Dans le cadre du projet, je livre les sèves et les feuilles avec lesquelles il travaille. Pour un début, on s'assure pour les besoins de la famille. C'est notre champ, moi et mon mari. On fait dans la papaye solo. Ça, c'est le deuxième champ. Alain Christian Buena a créé une association dénommée le Fonds social pour l'emploi. Les souvenirs du péril migratoire de Alain Christian Buena sont désormais loin derrière lui. Aujourd'hui, je ne peux pas le regretter. La décision d'être revenu au Cameroun, aujourd'hui, je peux me prendre en charge, prendre d'autres personnes en charge et mettre ceux qui sont tout autour de moi à l'aise. Yaoundé, Emmanuel Julntap, VOA Afrique. Voilà, il faut dire qu'au moment des récoltes, 90% des revenus leur appartient à ces jeunes. Ça, c'est bien. Très bien. Et oui, et si la jeunesse pouvait.
le rôle des femmes, hein, le rôle des femmes dans les questions de bonne gouvernance, de démocratie. On voit ici et là effectivement qu'on met beaucoup l'accent sur la participation des femmes, etc. Mais c'est pas encore ça. Par exemple, on a le cas du Libéria, le premier gouvernement George Weah, aucune femme dans son gouvernement. C'est quand même une claque, ça, non? Il faut aussi dire que la vice-présidente est une femme quand même. Oui, mais ça suffit pas. Je pense qu'à George Weah, il faut lui donner un peu de temps. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les gouvernements comprennent qu'il faut une certaine égalité pour peut-être même mettre en place un certain système qui va mettre la promotion sur les femmes au niveau de certains postes de direction, certains postes ministériels, les encourager à la députation, au sénatorial. Vous avez certains pays où, en fait, on pense pas que la femme pourra faire un meilleur boulot. Est-ce qu'il y a encore des écoles genre Polytechnique ou autres qui sont, on va dire, relativement machistes, qui prennent plus d'hommes que de femmes, ou est-ce que maintenant on arrive, selon vous, hein, qui êtes bien calé dans le domaine de l'éducation, on arrive vraiment à avoir un maximum de femmes, quoi? Le problème est toujours là. Je vous dirais qu'il y a 2 semaines, j'ai ici, en Virginie, rencontré une Espagnole qui travaille dans une grande compagnie ici et qui me disait qu'en tant qu'ingénieure, elle a eu beaucoup de problèmes en Europe par rapport au fait qu'elle était ingénieure et avec le même travail qu'elle faisait, elle n'avait jamais de compliments, mais ses collègues mâles recevaient des compliments. Mais dans un environnement comme aux États-Unis, elle a même dû changer de l'ingénierie à une formation marketing. Parenthèse. On retourne au Burkina Faso, hein. C'est la journée du Burkina Faso qui lance en 2018 l'assurance maladie universelle votée en 2015. Intéressant, n'est-ce pas, l'assurance maladie? Le nouveau système de santé prévoit d'étendre progressivement la couverture maladie à tous les Burkinabés. J'ai joint à Ouagadougou le politologue et acteur de la société civile Siaka Koulibaly, on l'écoute. La gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans étant déjà une mesure en vigueur, il va sans dire que cela va être intégré dans le dispositif de l'assurance santé universelle, de sorte à prolonger cette gratuité en faveur de cette catégorie de la population. Donc, il ne serait pas compréhensible qu'il y ait une gratuité qui d'ailleurs avait été considérée comme quelque peu essoufflée à cause des moyens qui manquaient à certains endroits, et qu'on ait un dispositif d'assurance qui laisse en marge cette catégorie qui avait déjà été bénéficiaire de la gratuité des soins. Donc je pense que la gratuité des soins déjà en vigueur va intégrer le dispositif de l'assurance santé universelle. On sait que l'Afrique fonctionne beaucoup avec l'économie informelle, donc on pense à toutes ces personnes, ces femmes en particulier qui vendent notamment des produits sur le marché dans l'économie informelle. Est-ce qu'il est également prévu quelque chose de particulier pour pouvoir permettre à ces femmes d'avoir accès à l'assurance universelle? Oui, je pense que ça va être l'essentiel des discussions avec les organisations sociales, parce qu'il suffirait d'avoir une subvention de la part de l'État et on va faire cotiser ces personnes, ces femmes en particulier, qui au moment de ces besoins-là vont avoir accès à la couverture médicale gratuite. Le politologue burkinabé Siaka Koulibaly, vous pouvez suivre l'interview intégrale sur voaafrique.com. Vraiment un réel réseau entre la jeunesse africaine? Entre la jeunesse africaine, je dirais non, mais effectivement, la réponse serait mettre en place des réseaux qui soient effectifs, mais des réseaux également qui peuvent être améliorés. Vous savez, on peut pas nécessairement commencer avec tout étant 100% correct, mais avec une certaine agilité, on peut y apporter certains amendements, certaines innovations. Et je pense que la jeunesse aujourd'hui a besoin d'un rayonnement continental, parce que c'est un peu les mêmes problèmes partout, même au niveau des femmes, c'est le même problème partout qui se retrouve. Jean-Claude Nzamba, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Grand merci.
Merci à Sims Loumami et à Wagner Robert à la production et bien sûr à nos très chers auditeurs, à nos très chères auditrices. À très bientôt. Au revoir. Arrête.